Le matin du mariage de Charlotte Dupré débuta dans la même atmosphère délicatement orchestrée qui régnait depuis des mois. Des fleurs de lavande parsemaient le sol de la vieille salle, des musiciens répétaient discrètement dans la cour intérieure et les membres de l'équipe d'organisation s'affairaient, vérifiant le moindre détail. La petite ville d'Aix-en-Provence, avec ses rues pavées et ses bâtiments centenaires, semblait s'être arrêtée pour assister à l'événement. C'était le mariage de l'année, peut-être même de la décennie. Le genre de cérémonie dont les familles parlent pendant des années, dont on conserve des souvenirs jusque dans les moindres détails. Charlotte, la mariée, était radieuse. Ses yeux pétillaient et ses mains tremblaient légèrement, trahissant l'émotion du moment. Connue de ses amis pour son caractère rationnel, elle semblait ce jour-là submergée par un bonheur presque enfantin. Sa robe, blanche comme le marbre de l'autel, épousait ses formes avec légèreté, une légèreté née de la certitude d'avoir fait le bon choix. Mais au sein de cette joie, une petite ombre persistait, insistant pour s'étendre. Sa mère, Hélène, n'était pas encore apparue. 2 heures avant le mariage, alors qu'elle aurait dû être aux côtés de sa fille pour les derniers préparatifs, personne ne savait où elle était. Sa voiture n'était pas sur le parking de l'hôtel. Son téléphone portable était éteint et aucun membre du personnel ne l'avait vu depuis le petit matin. Au début, tout le monde essayait de rester calme. Elle a dû partir pour régler quelque chose d'urgent. Peut-être qu'il, elle, ne se sentait pas bien. Peut-être est-il allé chercher quelque chose pour la marier. Mais les minutes s'égrenaient sans qu'aucun signe de vie n'apparaisse. Et l'absence commençait à lui peser. Charlotte s'efforçait de garder le sourire, mais son regard laissait transparaître un malaise grandissant. Le seul à garder un calme étrange était Étienne Marchand, le photographe engagé pour le mariage. Expérimenté, il était réputé pour immortaliser les événements élégants à travers la France et pour son talent à saisir les émotions authentiques au milieu du tumulte. Mais ce jour-là, il y avait en lui quelque chose de plus. Une attention particulière, une observation méticuleuse qui dépassait le cadre de sa fonction. Peut-être parce qu'il était la dernière personne à avoir vu Hélène avant sa disparition. La veille, pendant la répétition, elle s'était éclipsée quelques minutes pour prendre l'air, loin de la foule. Étienne, à la recherche de photos prises sur le vif, l'avait trouvée près d'une des vieilles fenêtres. Elle semblait anxieuse, mais elle a souri en s'apercevant qu'on l'observait. « Je ne suis pas habituée à autant de mouvements », dit-elle en ajustant le délicat collier qu'elle portait toujours. « Les mariages nous font ça », répondit Étienne. « Ça fait beaucoup d'émotions concentrées en très peu de temps. » Oui, mais certaines émotions arrivent en avance. Cette phrase lui resta en tête. Hélène avait une façon de parler qui comportait plusieurs niveaux de lecture, comme si chaque mot en dissimulait 3 autres. Maintenant, avec sa disparition, ces mots prenaient un tout autre sens. Les organisateurs du mariage appelaient les hôpitaux. Le père de la mariée cherchait désespérément quelqu'un qui aurait vu sa femme partir. Charlotte gardait son calme malgré une respiration irrégulière. La famille insistait pour que le mariage ait lieu, mais il était évident que sans Hélène, plus rien n'avait de sens. Étienne observait tout en silence. Il remarquait des détails que les autres ignoraient. Sa chaise, son sac toujours posé dessus, l'éclat inquiet dans les yeux du père de Charlotte, le fait que personne, absolument personne, ne savait où elle se trouvait depuis l'aube. Mais l'indice le plus important est apparu lorsqu'il a examiné les photos prises ce matin-là. C'était subtil, presque imperceptible au premier abord. Sur une photo de l'extérieur de l'hôtel, prise uniquement pour tester l'éclairage avant l'arrivée des clients, Hélène apparaissait en arrière-plan, marchant d'un pas rapide, une enveloppe blanche à la main. Rien d'étrange à cela si elle se rendait simplement à sa voiture ou s'occupait d'une urgence. Mais à côté d'elle, marchant presque au même rythme, se trouvait un homme inconnu. Il portait un long manteau marron et un chapeau qui dissimulait partiellement son visage. Sa posture était rigide, militaire. Son regard, bien que partiellement caché,
semblait fixe, déterminé. Ce qui retint particulièrement l'attention d'Étienne, c'était la main d'Hélène. Même de loin, on voyait bien qu'elle tremblait. Personne d'autre n'a remarqué l'homme sur les photos. Personne, sauf le photographe. Il zooma sur l'image. La résolution n'était pas parfaite, mais elle suffisait à montrer que l'homme guidait Hélène sur le côté du bâtiment, vers une sortie peu connue, un passage réservé aux employés, à l'abri des regards des clients. Le cœur d'Étienne s'emballa. Il ne s'agissait pas d'un simple passage aux toilettes, ni d'une promenade tranquille. Son expression trahissait la peur, et sa posture suggérait une volonté de contrôle. Étienne avait l'habitude d'interpréter les corps, les expressions, les intentions. Des années passées à photographier des événements avaient fait de lui un lecteur involontaire des micro-gestes, et dans ce cas précis, tout ce qu'il percevait criait au danger. Pendant que l'équipe organisait des recherches chaotiques, il prit une décision silencieuse, enquêter seul. Il rangea le matériel principal, prit le petit appareil photo et cacha la photo agrandie dans sa poche. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il savait par où commencer, par la sortie latérale. Et tandis qu'il marchait dans cette direction, il ne pouvait penser qu'à une seule chose. Qu'est-ce qui pourrait être si grave pour qu'une mère disparaisse 2 heures avant le mariage de sa propre fille? Il était sur le point de découvrir que la réponse était bien plus sombre et bien plus réelle que quiconque ne l'avait imaginé. La sortie latérale de l'hôtel n'avait rien d'accueillant. Contrairement à l'élégante façade fleurie, ce couloir étroit et faiblement éclairé semblait appartenir à un autre monde. Les vieux murs de pierre, humides de rosée matinale, instauraient une atmosphère d'abandon. C'était un endroit que les clients voyaient rarement et qu'Hélène n'aurait jamais emprunté de son plein gré. Étienne suivit le chemin, essayant de saisir l'ampleur de la chose. À chaque pas, elle avait l'étrange impression que tout était plus grand qu'il n'y paraissait. Comme si l'absence d'Hélène n'était que la surface d'un mal enfoui depuis des années. Il découvrit des empreintes de pas sur le sol, de faibles traces dans la poussière accumulées entre les pierres. Elles étaient récentes. Le détail le plus étrange était un petit morceau de tissu accroché à un clou rouillé dans le mur latéral. Un tissu beige et délicat, identique à la petite veste qu'Hélène avait portée plus tôt. Elle était passée par là, et très vite. Le couloir menait à une cour de maintenance où des camions déchargeaient les provisions de l'hôtel. Étienne y trouva le gardien de sécurité de service du matin, un homme imposant à la barbe épaisse, qui semblait se méfier de quiconque s'approchait. « Avez-vous vu la mère de la mariée dans les environs ?» demanda Étienne en essayant de garder un ton neutre. Le vigile fronça les sourcils, hésitant avant de répondre. Peut-être. Étienne sentait qu'il devait faire pression, mais sans paraître agressif. Elle a disparu 2 heures avant le mariage. Les yeux du gardien de sécurité s'écarquillèrent légèrement. Il a disparu? Elle est sortie par cette porte avec un homme, grand, avec un chapeau marron. Le visage du vigile pâlit un instant, un détail infime, mais impossible à ignorer pour Étienne. « J'ai déjà vu cet homme. » Murmura l'agent de sécurité en regardant autour de lui, comme s'il craignait d'être écouté. Il est venu il y a quelques semaines pour se renseigner sur les accès latéraux. Il a dit qu'il effectuait des travaux d'entretien extérieur, mais personne n'a embauché quelqu'un pour faire ces travaux. Étienne retint son souffle. « Avez-vous informé la direction de cela ?»« Bien sûr que je leur ai dit, mais ils m'ont dit de ne pas m'en mêler, que c'était une affaire administrative. » Le vigile déglutit difficilement, mais je n'ai jamais oublié son regard. Le photographe a montré la photo agrandie. Le vigile l'a immédiatement confirmé. C'est lui. La confirmation n'apporta aucun soulagement, mais au contraire une boule encore plus serrée dans l'estomac d'Étienne. Qui était cet homme? Et pourquoi quelqu'un chercherait-il des sorties alternatives de l'hôtel des semaines avant le mariage? Soudain, tout prit un sens différent. Cela ne semblait pas impulsif. Cela semblait planifié. En retournant vers l'espace principal, Étienne remarqua d'autres choses étranges à la soirée de la veille. Hélène était excessivement agitée, consultant sans cesse son téléphone, évitant les espaces publics clos
et changeant de position dès que quelqu'un s'approchait trop près par derrière. Elle semblait vivre dans la peur, une peur constante. Et son regard avait changé lorsque sa fille évoquait le passé. Quelque chose d'inachevé, quelque chose que même Charlotte ignorait peut-être. Étienne remarqua également que le père de la mariée, Laurent, semblait plus bouleversé par la disparition de sa femme qu'il ne le laissait paraître. Lorsque Charlotte lui demanda s'il savait où pouvait se trouver Hélène, il hésita quelques secondes, de trop avant de répondre qu'il n'en savait rien. Laurent avait toujours été discret, presque trop réservé. On ne savait pas grand-chose de sa jeunesse ni de celle de sa femme, seulement qu'ils avaient déménagé plusieurs fois avant la naissance de Charlotte, vivant dans de petites villes, sans jamais s'y installer durablement. L'histoire semblait normale, jusqu'à présent. La photographe commença également à remarquer des détails chez Charlotte elle-même. Son calme forcé pendant qu'elle se maquillait, son insistance à dire que sa mère devait avoir un imprévu, son soulagement à chaque sonnerie de son téléphone portable, suivi de frustration quand le nom « maman » n'apparaissait pas à l'écran. Elle n'était pas seulement une mariée inquiète. Elle avait toujours trouvé refuge auprès de sa mère, et maintenant, elle sentait ce refuge s'effondrer sans explication. Étienne comprit que, contrairement à beaucoup de mariages, celui-ci ne célébrait pas seulement l'amour de la mariée, mais aussi la présence de sa mère, qui avait toujours été à ses côtés. L'absence d'Hélène, ce jour-là, était plus qu'inquiétante. Elle était symbolique. Et pour Étienne, qui restait professionnellement neutre, quelque chose avait changé. De simple observateur, il devint acteur du complot. Quelque chose en lui, peut-être l'instinct, peut-être quelque chose de plus profond, lui disait qu'il devait découvrir la vérité. Et cet instinct ne fit que se renforcer à mesure que les petits détails s'assemblaient dans son esprit. L'inconnu, la peur dans les yeux d'Hélène, l'étrange réaction du gardien de sécurité, les changements de comportement de ces derniers jours. Rien de tout cela n'était accidentel. Et lorsqu'Étienne revint dans le grand hall, il vit Charlotte assise là, serrant un mouchoir entre ses doigts, les yeux rouges de retenue. Elle semblait fragile, perdue. Et c'est à ce moment précis que le photographe a pris la décision qui allait guider toute l'histoire. Il allait la retrouver, quel qu'en soit le prix. La révélation du témoin. Le commissaire Pascal Armand, désormais en charge de l'enquête sur la disparition de Madeleine Laurent, rouverte récemment, parcourait l'étroit couloir du commissariat de Lyon, examinant pour la énième fois le dossier débordant de documents. Ces années de témoignages, d'enquêtes inachevées, de rapports contradictoires, d'irrégularités de procédures, d'appels téléphoniques non vérifiés, de suspects abandonnés, et une fille sur le point de se marier sans savoir ce qui était arrivé à sa mère. Il avait déjà traité d'anciennes affaires, mais jamais une qui ait eu un tel impact émotionnel sur une famille. Cet après-midi-là, à 16h17, une voix attira son attention dans le hall d'accueil. « Il faut que je parle de la femme qui a disparu avant le mariage, celle de 2009. C'était une Française âgée et mince, avec un accent mêlé, peut-être suisse. Son regard était trop vif pour son âge. Ses mains tremblaient, mais étaient suffisamment fermes pour tenir un sac en cuir usé. Le policier la conduisit à la chambre d'Armand, et elle entra sans hésiter. « Je m'appelle Agnès Vautrin. » Et j'y étais. La sentence a figé le stylo du commissaire en plein vol. Il a étudié le visage de la femme avant de répondre. « Où, Madame Vautrin ? Au château de Montbrun, le jour où la mère de la mariée a disparu. » Le commissaire referma lentement le dossier. Agnès s'assit et prit une profonde inspiration. « J'ai travaillé comme femme de chambre au château. J'ai oublié de le mentionner à l'époque parce que, parce que le propriétaire du château avait demandé à ce que personne n'en parle. Il ne voulait aucun scandale impliquant des employés ou des clients. » Armand se pencha en avant. « Continuez. » Agnès ouvrit son sac et en sortit une vieille enveloppe jaunie, scellée avec du ruban adhésif. « J'ai entendu un bruit ce matin-là. Ce n'était ni un cri, ni une lutte. C'était comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose de lourd par terre. Je suis allé voir si c'était une invitée qui ne se sentait pas bien. Et j'ai vu Madame Madeleine courir. Elle était désespérée. « Courir vers où ?»
derrière le château, sur le terrain où se trouvaient autrefois les vieilles granges, mais elle n'était pas seule. Armand sentit son estomac se nouer. Qui était avec elle? Agnès hésita. Un homme, grand, vêtu de noir. Il lui tenait fermement le bras, mais il ne la frappait pas. Il semblait plutôt la traîner car elle essayait sans cesse de reculer, comme si elle hésitait entre fuir et rester. « As-tu vu son visage ?» Elle secoua la tête. « Non. » Il portait un béret et était toujours tourné de côté. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il boitait. Il avait du mal à marcher. Sa jambe gauche traînait. La pièce entière sembla se contracter. Cet incident a-t-il été signalé à la police? Agnès baissa la tête. Non. Le propriétaire du château m'a renvoyé le lendemain. Il a dit que j'en avais trop vu. Le commissaire sentit son cœur s'emballer. Il s'agissait du premier témoin à affirmer avoir vu Madeleine vivante après sa disparition des caméras. Et plus important encore, le premier qui a parlé de l'existence d'un homme. Un homme qui boite. Armand la remercia, maintint son témoignage, fit des copies de l'enveloppe et la relâcha. Dès qu'elle fut partie, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule photographie, granulée, sombre, prise à distance, entre les planches. Sur l'image, une femme en robe bleu clair, la même que portait Madeleine ce jour-là, marchait d'un pas vif aux côtés d'un grand homme vêtu de noir. Le détail qui glaça le plus le sang du commissaire n'était pas l'ombre indéchiffrable sur le visage de l'homme. C'était le bras de la femme qui tenait quelque chose de petit, de carré, recouvert de tissu. Cela ressemblait à une boîte. La vérité derrière le château. Le lendemain du témoignage, Armand se rendit au château de Montbrun, accompagné de l'équipe d'enquête. Le château, désormais transformé en espace événementiel, était presque vide, à l'exception du propriétaire actuel, un Français élégant et discret nommé Hervé Dutoit, neveu de l'ancien propriétaire. Hervé salua l'équipe avec un sourire trop poli pour être sincère. « Comment puis-je vous aider, monsieur le commissaire ? Nous avons rouvert l'enquête sur l'affaire Madeleine Laurent. Nous devons examiner les extérieurs, notamment les anciennes granges. » Un instant, Hervé sembla retenir son souffle, puis il a retrouvé son calme. « Bien sûr, faites comme chez vous. » Le groupe traversa la cour. Le vent froid fouettait les murs de pierre, soulevant les feuilles mortes. Le château dégageait une beauté mélancolique, empreinte de secret. En arrivant aux granges abandonnées, Armand ressentit une étrange impression. L'air y semblait plus lourd que dans le reste du domaine, comme si l'endroit avait été effacé de la mémoire de quiconque y passait. La grange principale était fermée à clé par un nouveau cadenas, trop récent pour provenir d'un bâtiment abandonné. « Du toit !» appela Armand. « Qui a mis ça ici ?» L'homme ajusta son manteau. « Moi. Il y a un risque d'effondrement. La sécurité avant tout. » Le commissaire acquiesça sans protester, mais quelque chose clochait. « Ouvrez, s'il vous plaît !» Dutoit hésita pendant 3 secondes, suffisamment pour confirmer qu'il ne voulait pas que ce cadenas soit ouvert. Mais il s'est ouvert. La porte grinça d'un grincement grave et rauque. L'intérieur était sombre et humide. La lumière des lanternes révélait des murs décrépits, des ballots de foin abandonnés et des marques sur le sol, des cicatrices profondes, comme si quelque chose d'immense avait été emporté, ou quelqu'un d'autre. Armand s'accroupit, il toucha le sillon poussiéreux. « Depuis combien de temps cette grange est-elle fermée ?» demanda-t-il. « 16 ans, je crois. Depuis la disparition. Mon oncle est devenu paranoïaque quant aux répercussions. Il a interdit toute utilisation. Puis il est mort. Je l'ai simplement gardé fermé. » Armand fixa l'homme du regard. Le ton était juste, mais le regard, beaucoup moins. Leurs yeux racontaient une autre histoire. Les enquêteurs fouillèrent les lieux de fond en comble. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, l'un d'eux, Giraud, lança un cri. « Commissaire, ceci. » Au fond de la grange se trouvait une trappe recouverte de planches. Les planches étaient anciennes, mais la serrure de la trappe était récente, identique à celle de la porte. Armand regarda Hervé. « Explique. »« Je n'en ai aucune idée, » répondit-il trop vite. Armand ouvrit la trappe.
Une odeur de vieille terre et de bois humide s'en dégagea. Une petite échelle menait à un compartiment inférieur, une sorte de réserve souterraine. L'équipe s'est inclinée. C'était une pièce, non officielle. Elle ne figurait sur aucun plan. Les murs portaient encore des restes de papier peint bleu délavé. Il y avait une table, une chaise, et dans un coin, une couverture pliée. Mais ce qui a coupé le souffle à tout le monde, c'était l'objet posé sur la table. Un journal intime, bleu clair. Féminin. Broderie à la main sur la couverture. Madeleine L. Armand ouvrit le livre à la première page. La date 2009. 2 semaines avant le mariage. Si quelqu'un lit ceci, c'est parce que je n'ai pas pu rentrer. La main du commissaire tremblait. Enfin, sur la dernière page lisible, il y avait quelque chose de terrifiant. Il est de retour. Il veut la boîte. Je ne peux pas le laisser la prendre, même si cela signifie disparaître. La boîte. La même qui figurait sur la photo fournie par le témoin. Quand Armand sortit du tunnel souterrain, il trouva Hervé qui l'attendait dehors, pâle comme du marbre. « Tu n'aurais pas dû toucher à ça. Pourquoi ?» demanda Armand. La réponse vint doucement, presque un murmure, parce qu'elle n'a jamais quitté ce château de son plein gré. Le photographe parle. Le même jour, Armand a convoqué le seul professionnel qui avait pris des photos du mariage, Étienne Morel, le photographe engagé en 2009 et l'homme mentionné dans l'intitulé de l'affaire. Étienne avait aujourd'hui 62 ans, une barbe grise bien taillée, des mains sûres et une expression mêlant culpabilité et soulagement alors qu'il était assis devant le commissaire. « Pendant 16 ans, j'ai attendu que quelqu'un m'appelle, commença-t-il. « Vous en saviez plus que vous ne le laissiez paraître, dit Armand. Étienne prit une profonde inspiration. « Oui. » Et le moment est venu de tout dire. Il ouvrit sa vieille mallette en cuir et déposa une enveloppe scellée sur la table. Ce sont des photos que je n'ai jamais données à ma famille, ni à la police. Armand ouvrit l'enveloppe. La première séquence montrait l'intérieur du château, 2 heures avant la cérémonie. Madeleine souriait, ajustant la robe de sa fille. Rien d'anormal. La deuxième séquence ne l'était pas. Madeleine était seule dans un couloir latéral, regardant en arrière, avec une expression paniquée. Sur la photo suivante, une main masculine, la même silhouette en noir, apparaît, tenant son bras. Et puis, l'image la plus troublante. Madeleine tend quelque chose à l'homme, une petite boîte bleue, identique à celle qui figurait sur la photo du témoin et à celle mentionnée dans le journal. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas montré avant ?» demanda Armand, d'un ton tendu. Étienne fixait le sol. « Parce qu'elle me l'a demandé. »« OMS ?» Madeleine. Environ 15 minutes avant de disparaître, elle m'a pris à part et m'a dit « S'il m'arrive quelque chose, cachez ces photos. Ne les laissez voir à personne, ni à ma fille, ni à mon fiancé. » Silence. « Et pourquoi le révéler maintenant ?» demanda Armand. « Parce que quelqu'un est venu me chercher la semaine dernière, » répondit le photographe d'une voix tremblante. Un homme de grande taille, vêtu de noir, boitant. Il voulait savoir où étaient les photos. Il a dit que si je ne les lui remettais pas, il y aurait des conséquences définitives. Alors j'ai compris, Madeleine ne s'était pas enfuie, on l'avait enlevée. Armand prit une profonde inspiration. Cet homme, a-t-il vu votre visage? Oui. Mais je m'en suis sorti vivant parce que j'ai dit que les photos avaient été brûlées. Et pourquoi l'avoir apporté maintenant s'il y a un risque? Étienne regarda le commissaire droit dans les yeux. Car cet homme ne cherche pas seulement des photos, il cherche la boîte. Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur? Le photographe ferma les yeux. Madeleine ne m'a dit qu'une seule phrase. Si cela tombe entre de mauvaises mains, cela détruira plus d'une vie. La boîte bleue. Le commissaire Armand quitta la salle d'interrogatoire avec l'impression de tenir une corde dont l'extrémité plongeait dans un abîme. Les photos, le journal, le témoin, tout convergeait vers un seul objet, la boîte bleue. Mais que contenait-il? Pourquoi un homme boitant se présenterait-il 16 ans plus tard pour le récupérer? En route pour le laboratoire de police scientifique, il ressentit une étrange sensation, la peur. Ce n'était pas courant chez quelqu'un avec 30 ans d'expérience dans la police, mais cette affaire avait une toute autre dimension. Peut-être parce que Madeleine ne semblait pas s'être enfuie. Elle semblait s'être sacrifiée. Au laboratoire,
Elle a rencontré Élise Beaufort, experte en documents anciens. « Avez-vous pu analyser le journal intime ?» demanda Armand. « Oui, et il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. » Elle ouvrit le journal à une page restaurée numériquement. L'écriture était hâtive, irrégulière, comme si Madeleine écrivait en regardant par-dessus son épaule. « Il a dit que si je ne livrais pas le colis avant le mariage, il viendrait. Je pensais que la menace était fausse. Mais hier, je l'ai vu sur le pont. Il m'a retrouvé. Ce n'est pas mon passé que je cache, c'est le sien. » Armand eut froid. « Qui est, lui ?» murmura-t-il. « Continue, » dit Élise. Armand tourna la page restaurée. Cette boîte contient quelque chose qui pourrait anéantir les noms de Laurent et de Dutoit. Un secret sanglant. Quelque chose qui aurait dû être enterré il y a des années. Nomme Dutoit. Le nom de famille du propriétaire du château. La même personne qui a licencié l'employé qui avait tout vu. Le même qui avait construit la pièce souterraine. Le lien devenait de plus en plus évident. Élise a ensuite remis à Armand un document plastifié. Ceci se trouvait à l'intérieur de la couverture du journal intime. C'était un vieux certificat, presque 50 ans. Un acte de naissance français. Le nom de famille, Laurent Dutoit. Armand était essoufflé. Madeleine était-elle une fille? Une parente? Une héritière? Peut-être devriez-vous vérifier qui était son père, dit Élise. Armand courut au bureau, alluma l'ordinateur et accéda au registre d'état civil numérisé. Lorsqu'il a saisi son nom de famille, l'écran a clignoté et affiché Jean-Pierre Dutoit père, décédé, impliqué dans des scandales financiers dans les années 1980, enquête pour fraude, dissimulation d'actifs et trafic d'œuvres d'art. Les yeux d'Armand s'écarquillèrent. La boîte. Une petite boîte pourrait parfaitement contenir quelque chose a été volé, quelque chose d'incriminant, quelque chose capable de faire tomber deux familles puissantes. Il a éteint l'ordinateur. Le puzzle prenait forme. Madeleine était la fille illégitime de Dutoit. Le château recelait un secret. La boîte contenait des preuves de crime. L'homme qui boitait travaillait pour quelqu'un, peut-être pour cacher son passé. Madeleine avait essayé d'empêcher que la boîte ne tombe entre de mauvaises mains. Puis il a disparu. Armand prit une profonde inspiration. Nous devons trouver cette boîte avant lui. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il a reçu un appel. « Commissaire !» dit la voix nerveuse d'Étienne Morel. « Ils sont là, l'homme qui boitait. Il m'a poursuivi. »« Où es-tu » demanda Armand, courant déjà vers la voiture. « Dans mon studio photo. Il veut... » Oh mon Dieu! Bruit de verre brisé. Cri, silence. Puis une seule phrase prononcée d'une voix grave d'homme. « Si vous voulez savoir où elle était pendant 16 ans, venez me voir. » La communication a été coupée. Le commissaire fixait le téléphone, paralysé. L'homme qui boitait venait de faire son premier mouvement. Et maintenant, la chasse avait commencé. Captivité. L'atelier d'Étienne se trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, dans une rue étroite bordée d'un vieil escalier. À son arrivée, Armand trouva la porte brisée, des éclats de verre éparpillés sur le sol et une forte odeur de produits chimiques photographiques. Le silence régnait, mais la violence était palpable. « Étienne !» appela le commissaire. Rien. Le studio était sans dessus-dessous, les tiroirs ouverts, les négatifs éparpillés. Quelqu'un avait cherché quelque chose, sans doute la boîte, ou des indices à son sujet. Au fond, une porte plus étroite menait à la chambre noire, où Étienne développait les photographies. Armand l'ouvrit avec précaution. Et il était là. Étienne Morel, attaché à une chaise, était conscient, mais portait une longue entaille au bras. Il leva les yeux en apercevant Armand. « Il voulait savoir où était la boîte, » murmura-t-elle. « Je lui ai dit que je ne savais pas. Il ne m'a pas cru. »« Est-il dans les parages ?» demanda Armand. « Non. Il est parti, mais il m'a laissé un message. » Étienne inclina la tête pour désigner l'enveloppe laissée sur la table. Armand l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une simple feuille de papier avec une adresse écrite à la main. Gare abandonnée de Saint-Georges. 22 heures. Venez seul. Et ci-dessous, une phrase qui a glacé le sang d'Armand. « Vous voulez la vérité. Elle est vivante. » Étienne parla d'une voix tremblante. « Le commissaire,
Il ne ment pas. Je l'ai vu dans ses yeux. Il sait quelque chose, ou il sait où elle était. Armand serra le poing. Vous avez besoin de soins médicaux. J'envoie des renforts. Non, n'y allez pas seul, supplia le photographe. Cet homme n'est pas un homme ordinaire. Mais Armand savait déjà qu'il allait partir. Pour la première fois depuis qu'il avait lu le journal de Madeleine, il sentait que la vérité était à portée de main. Et s'il y avait la moindre chance qu'elle soit en vie, aussi infime fût-elle, il devait suivre la piste. La gare Saint-Georges, située en périphérie de Lyon, était abandonnée depuis 1997. La nuit, elle n'était plus qu'une carcasse de fer, imprégnée d'odeurs de rouille, de vent et d'histoires oubliées. À 22 heures, la lune illuminait les voies désertes comme des lames d'argent. Armand marchait, sa lanterne baissée et son arme dans l'autre main. « Je suis venu, dit-il à haute voix. Aucune réponse. « Parle-moi. » « Tu as dit que tu détenais la vérité. » Un bruit métallique résonna derrière lui. Armand se retourna, son arme pointée. Rien. Puis, une voix grave émergea des ténèbres. « Éteignez la lampe torche. » Armand hésita, mais obéit. Dans l'obscurité, les rails ne brillaient que sous la lune. Et surgissant de l'ombre d'un wagon abandonné, l'homme apparut, grand, vêtu de noir, béret foncé et boitant du côté gauche. Il s'approcha lentement. « Commissaire, je vous attendais. »« Où est Madeleine Laurent ?» demanda Armand. L'homme sourit du bout des doigts. « Elle n'a jamais quitté ce pays. Elle ne s'est jamais enfuie. Mais ceci... » Il désigna la poche intérieure. « Seul moi peux l'expliquer. » Armand leva son arme. « Dites-le-moi maintenant. Je ne dirai qu'une chose ce soir. Elle n'a pas disparu ce jour-là. Elle était cachée. » « Par qui ?» L'homme recula de 2 pas et disparut dans l'ombre. « Par celle qui aimait le plus sa fille. » Puis il courut, en boitant, derrière les chariots. Armand tenta de le suivre, mais l'homme disparut comme de la fumée dans le vent. Il ne restait plus que cette phrase en écho. La personne qui aimait le plus sa fille. Une seule personne correspondait à cette description. Sa propre fille. Ou son futur mari, ou... Armand sentit son estomac se nouer, ou le père de la mariée. Et puis tout a changé. Fin surprenante, 16 ans de cachette. Le lendemain de leur rencontre à la gare, Armand alla voir Anne-Lise, la fille de Madeleine. Elle avait alors 32 ans et vivait un mariage reconstruit, s'étant remariée des années après le traumatisme. Elle reçut le commissaire assis dans la pièce, les mains agitées. « Commissaire, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'avais le pressentiment que quelque chose de grave se passait. C'est à propos de ma mère, n'est-ce pas ?» Armand s'assit. « J'ai besoin que vous répondiez honnêtement. Saviez-vous quelque chose que votre mère vous cachait? Des secrets? Quelque chose en rapport avec le château ?» Anne-Lise secoua la tête, mais ses yeux disaient le contraire. « Non, pas exactement. »« Pas exactement ?» demanda Armand. Elle prit une profonde inspiration. « 1 semaine avant le mariage, ma mère a reçu un colis bleu. Elle était effrayée. Elle a dit que c'était quelque chose de son passé, et elle m'a demandé de ne jamais m'en mêler. » Armand se pencha en avant. « Qu'as-tu fait de cette boîte ?» Anne-Lise se leva lentement, alla au bureau et revint en tenant la boîte bleue, identique, intacte. « Je l'ai cachée, je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à mon père. Ma mère m'a fait jurer dessus. » Elle pleurait. « Je pensais que c'était juste un vieux cadeau, un souvenir. Mais en voyant tout ce qui se passe, j'ai peur. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas donné plus tôt ?» demanda Armand. « Parce que je pensais que si vous les retrouviez, vous diriez que ma mère avait provoqué quelque chose, qu'elle avait disparu de son plein gré. Je voulais protéger sa mémoire. » Armand ouvrit la boîte en portant des gants. À l'intérieur, il y avait une clé USB de 2009, une vieille photo, un contrat signé par Jean-Pierre Dutoit, lettre manuscrite de Madeleine Armand. Ouvrit la lettre. « Si vous lisez ceci, c'est que j'ai échoué. L'homme qui poursuit ce secret n'a pas abandonné. Il veut détruire tout ce que je possède. Je devais te protéger, ma fille. Ton père n'en sait rien. Il ne fait pas partie du complot. Ne le blâme jamais. » Armand leva les yeux. « Ne blâmez pas votre père, » répéta-t-il. Alors, selon l'homme à la gare, qui aimait le plus sa fille?
Soudain, ils comprirent en même temps. Anne-Lise porta ses mains à son visage. Ce n'est pas possible, mais c'est possible. Armand et son équipe se sont précipités à l'adresse indiquée dans la lettre, une vieille maison de campagne appartenant à la famille Laurent, à la périphérie d'Annecy, qui était inoccupée depuis des années. En enfonçant la porte, ils trouvèrent de la poussière, des meubles recouverts et un silence absolu. Mais il y avait des traces de pas récents sur le sol. Ils les ont suivis jusqu'au sous-sol. La porte était verrouillée. À l'intérieur, « Madeleine !» chamoua Armand. Silence. Puis, un son, une légère aspiration. La police a fait irruption. Et là, devant eux, se tenait la femme qui avait disparu depuis 16 ans. Vive, mince, les cheveux gris, les yeux écarquillés par la lumière crue. Elle était assise sur une chaise, recouverte d'une couverture. Une petite radio à pile était posée à côté d'elle. Anne-Lise tomba à genoux en pleurant, se touchant le visage. « Maman, maman, c'est toi !» Madeleine a pleuré elle aussi. « Je ne pouvais pas revenir en arrière, je ne pouvais pas. » Armand s'approcha. « Qui t'a fait ça ?» Madeleine prit une profonde inspiration, avec difficulté. Ce n'était pas un kidnappeur, ce n'était pas un criminel. J'ai demandé à être caché. Un silence de mort s'installa dans toute la pièce. J'ai demandé à rester ici, parce que la boîte était trop dangereuse, parce que des gens me traquaient, et parce que si je partais, tu serais en sécurité, Anne-Lise. La fille tremblait. Mais qui s'est occupé de vous pendant tout ce temps? Madeleine leva les yeux, les larmes aux yeux. Le seul homme que je connaissais ne trahirait jamais ma confiance. La seule qui ne se reposait pas pendant qu'il la protégeait. Armand retint son souffle. « OMS !» elle répondit, la voix étranglée par l'émotion mais ferme. « Le photographe, Étienne Morel. » Silence absolu. Madeleine a poursuivi. « Il m'a caché ici. Il m'a apporté à manger, des médicaments et des vêtements. Il connaissait le secret des Dutoit. Il savait qu'il me traquerait. Il a promis de ne tout révéler que lorsque ce serait sans danger. » Armand sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le photographe n'était pas une victime. Il était complice et protecteur. Anne-Lise sanglotait. « Et l'homme qui boite ?» Madeleine ferma les yeux. « Fils de Jean-Pierre Dutoit, frère de l'actuel propriétaire du château. Il voulait les preuves. Il voulait me faire taire. Mais Étienne était toujours le premier sur le coup. » Armand déglutit difficilement. Un mouvement derrière lui l'a contraint à retourner son arme. Étienne était dans l'escalier, blessé, appuyé sur la rampe. « Je suis désolé, commissaire, » dit-il d'une voix faible. « Mais je n'ai jamais été son ennemi. J'étais son protecteur. » Madeleine le regarda tendrement. « Il m'a sauvé la vie. Il a sacrifié la sienne pendant des années pour me protéger. Je lui ai demandé de tout garder secret jusqu'à ce que ma fille soit prête. » Anne-Lise tenait la main du photographe. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, Étienne ?» Il sourit tristement. « Parce que ta mère me l'a demandé, et parce que il prit une profonde inspiration. Je l'ai aimé dès le premier instant où je l'ai photographié dans ce château. Et je t'ai aimé comme si tu étais ma propre fille. » Silence. Un silence qui recelait 16 années de douleur, d'amour, de secret et de protection. Armand baissa son arme. « Tout ça, à cause de la boîte ?» Étienne a répondu « Non, à cause de la personne qu'elle voulait protéger. La fille, le cercle était fermé. La vérité était non seulement surprenante, c'était dévastateur. Elle était humaine. C'était de l'amour.